Les Vases du Cey, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Vendredi 30 avril 1999. Il était 1 heure du matin. Le bruit de la respiration d'Éléonore indiqua à François qu'elle avait trouvé le sommeil. Lui avait du mal à s'endormir. Il repensait à sa réaction dans la soirée, ce trop-plein d'émotions qui lui avait serré le cœur. « Je t'aime tant, mon amour. Je ne veux pas que tu souffres. » Doucement, il se retourna, se redressa sur un coude et rassassia son regard de la vue de la jeune femme, sa chevelure en désordre répandue sur l'oreiller, un bras rejeté à l'extérieur. Une douce chaleur, un léger parfum féminin émanait d'elle. François se sentait trembler du désir de la toucher, mais il hésitait. Il ne voulait pas troubler son sommeil. Une petite mèche de cheveux retombait sur le visage de la jeune femme et frémissait à chaque souffle. Il tendit la main, écarta doucement la mèche folle. Éléonore se retourna vers lui et elle gémit en dormant. « Ne me laisse pas, François, je t'aime tant, pourquoi ne veux-tu pas de moi ?» Elle pleurait en dormant. Le cœur de François battait à tout rompre. Il la contempla avec amour et lui prit la main doucement, la porta à ses lèvres. Éléonore se rapprocha encore dans son sommeil. Il ne put résister à l'envie de déposer un baiser sur ses lèvres, ce qui eut pour effet de la réveiller. Éléonore leva son visage vers lui et sentit qu'elle avait les joues qui ruisselaient de larmes. « Je faisais un cauchemar. Tu ne voulais pas de moi, j'ai eu si peur. Oh, François, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je t'aime, ne m'abandonne pas. Oh, mon Éléonore, je t'aime plus que tout au monde, gémit-il en la serrant dans ses bras de toutes ses forces. Il prit ses lèvres dans un élan passionné. Dans les bras de François, Éléonore était bouleversée de sentir son amour, son désir. Elle essayait de réfréner ses pleurs, mais les larmes continuaient à couler sans qu'elle pût les contenir. Il baisa ses yeux, ses larmes, ses lèvres qui s'entr'ouvrirent pour accueillir sa langue. « Éléonore, tu ne me perdras pas. Je t'aime, Éléonore. Je t'ai toujours aimée. Il faut me croire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais je comprends pourquoi tu as cru le contraire. Je sais. À ce moment-là, tu luttais contre ton amour, mais dans mes cauchemars, je revis cette période, et ça fait si mal. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'avec toi, Éléonore, fit-il en lui prenant le menton et en l'obligeant à le regarder. Je t'aime. Plus je te découvre, plus je t'aime. Tu comptes plus que tout pour moi. Et je sais que si j'avais à choisir entre ma famille et toi, c'est toi que je choisirais. Je veux vivre là où tu vis jusqu'à mon dernier souffle. » Il l'enlaça tendrement et sentit croître son désir. Elle le sentit aussi, et son corps offert répondit à l'attente ardente de François. Il l'embrassa avec douceur et caressa ses seins. Éléonore frémit sous les caresses familières. François la fit basculer sur le dos et joignit ses lèvres aux siennes. Haletante, elle sentit la bouche de François glisser sur sa gorge et sucer bientôt un mamelon érigé pendant qu'il caressait l'autre d'une main habile. Traversée d'aiguillons de feu, Éléonore ne put étouffer un gémissement de plaisir. Elle brûlait du désir qui la pénètre. Elle pétrissait ses bras, son dos musclé, sa nuque, empoignait ses cheveux. Il l'embrassa de nouveau, la fouillant gentiment de sa langue. Elle était parcourue de frissons. Il déposa des baisers sur ses épaules, jouant une musique délicate sur ce corps qu'il aimait. Il étreignit son sein sans crier gare et lui arracha un cri, puis il caressa les mamelons érigés. Et elle gémit de plaisir. Alors il s'assit, la regarda longuement et ferma les yeux, comme pour s'imprégner d'elle. « Oh François, je t'aime tant. Je meurs d'envie de toi, je ne veux pas te perdre. » Il l'embrassa encore, la serra dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle lui échappe. Elle l'étreignit avec une ardeur égale. Soudain, il ne put attendre davantage. Il enlaça sa taille et enfouit sa tête contre son ventre, puis descendit entre ses jambes et baisa son mont soyeux. Il écarta ses cuisses et goûta le parfum salé qu'il adorait. Elle poussa un cri et se cambra pour qu'il l'explore de sa langue, le moindre repli, chatouillant, mordillant, avide de lui procurer du plaisir. Le membre turgescent de François se tendit, prêt à éclater. Il aurait voulu attendre, faire durer le plaisir,
Mais Éléonore était trop impatiente. Haletante, gémissante, elle l'implora, l'empoigna. Il la pénétra alors jusqu'au plus profond de son intimité, dont les lèvres chaudes et humides l'enserrèrent avec force. C'était son Éléonore, aussi parfaitement faite pour lui que lui pour elle, celle qui pouvait contenir son membre tout entier. Il resta un instant sans bouger, se délectant de la chaude étreinte de son vagin. Comment imaginer vivre sans elle? Elle avait été faite à ses mesures, exprès pour lui. Il se retira et, sentant son impatience, plongea de nouveau en elle en imprimant un long mouvement de va-et-vient. Bientôt, ils furent prêts tous les deux, et il accéléra ses mouvements, lui arrachant des cris de jouissance pendant qu'une vague déferlante les emportait, qui les laissa haletants, frissonnants et comblés. Le repos qui suivit faisait partie du plaisir qu'ils partageaient. Éléonore aimait sentir le poids de François sur son corps apaisé. Là, elle sentait avec ravissement sa propre odeur sur le corps de François, attestant de ce qu'ils venaient de partager. Elle aimait ces instants de plénitude totale, quand l'acte accompli, il était toujours en elle. Et François aimait sentir le corps d'Éléonore sous le sien. Finalement, il se retira, roula sur le côté et lui sourit. Le réveil fut un peu difficile pour tous les deux. De nouveau, Éléonore était de journée et ils partirent au travail et en revinrent ensemble. Le soir même, Éléonore allait rencontrer ses futurs beaux-parents. Elle appréhendait beaucoup et assaillait François de questions. Que dois-je mettre? Vont-ils m'aimer? Sois toi-même, et ils ne pourront pas résister. Et crois-moi, ils n'ont eu que des avis positifs, et je suis sûre que Louis va aller dans le même sens. Je n'en suis pas sûre. J'ai été un peu dure avec lui hier soir. J'ai carrément passé mon angoisse sur lui, j'ai complètement vrillé. Il a surtout compris combien tu m'aimais, et ça, c'est le plus important. Viens là, dit François en ouvrant grand ses bras. Lorsque la porte s'ouvrit, François s'effaça pour laisser entrer Éléonore, qui fut accueillie par un visage connu, celui de Louis. Il l'accueillit avec un grand sourire et l'embrassa sur chaque joue. « Ravi de te revoir, Éléonore. J'espère que tu es remise de tes émotions. Et moi, j'espère que tu ne m'en veux pas. »« Pas du tout. Ce que j'ai retenu, c'est que tu l'aimes plus que tout. Et ta réaction a été, comment dire, très italienne, dit-il en riant. François entraîna Éléonore dans le salon où était réuni le reste de la famille, sauf la mère du jeune homme. « Éléonore, voici mes deux autres frères, Laurent et David. » La jeune femme embrassa chacun d'eux. Leur regard était admiratif. Laurent était à peu près de la même taille que François, mais brun aux yeux bleus, tandis que David était de la même taille et avait les mêmes yeux bleu gris que son Benjamin, mais des cheveux blond foncé. « Et voici mon père. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance, monsieur Vasse. » Le père de François avait dû être blond plus jeune. Il avait aujourd'hui les cheveux grisonnants, des yeux gris et une barbe poivre et sel. Il était aussi grand que François. Il lui ouvrit les bras en souriant et l'embrassa. « Je t'en prie, Éléonore, rappelle-moi Jean. À la rigueur, beau papa, et tutoie-moi, puisque sous peu, tu seras ma belle-fille. Je préfère belle-fille à bru, qui n'est pas un joli mot, alors que toi, tu es jolie comme un cœur. Une belle-fille, quoi. Va pour Jean, mais je ne suis pas sûre de parvenir à vous tutoyer. Ça viendra peut-être avec le temps, je suis désolée. Ne le sois pas, ça me convient. » François reprit Éléonore par la main. « Viens que je te présente ma mère, elle est dans la cuisine. » La mère de François était une femme encore jolie, grande, les cheveux bruns avec quelques fils argentés, et surtout de magnifiques yeux bleus, ceux de François, pensa Éléonore. « Maman, voici Éléonore. » La maman de François prit Éléonore dans ses bras et la serra contre elle. La jeune femme fut un peu surprise, mais lui rendit son étreinte. « Enfin une fille dans cette famille. Je vais me sentir moins seule. Bienvenue, Éléonore. Tu peux m'appeler Chiara. »« Volontiers, Chiara. Je vois que tu portes la bague que j'avais confiée à François pour toi. Quand je lui ai demandé de te décrire, il a beaucoup insisté sur tes yeux verts.
et j'ai tout de suite pensé à la bague aux émeraudes. Elle s'est transmise depuis 3 générations aux filles aînées de ma famille. Comme je n'ai que des fils, elle est pour toi. J'espère qu'elle te plaît. Beaucoup, et le fait qu'il s'agisse d'un bijou transmis de génération en génération me la rend encore plus précieuse. François m'avait dit que tu étais magnifique. Je m'étais dit qu'étant amoureux, il exagérait. Mais je constate que non. Tu es plus que cela. Merci. Moi, c'est François que je trouve magnifique. Et je sais de qui il tient ses beaux yeux bleus maintenant. Chiara regarda son fils en souriant. Elle est adorable, lui souffla-t-elle. Bien. Allez dans le salon tous les deux. J'amène tout ce qu'il faut pour prendre l'apéritif. Éléonore ne put alors réfréner son envie de l'aider. Je peux peut-être vous aider, Chiara. 2 femmes contre 5 hommes. Montrons-leur que nous sommes solidaires. Ça me plaît. Et il y a longtemps que j'avais entendu mon prénom prononcé correctement. Ce petit accent d'Italie me fait du bien. Si vous le souhaitez, entre nous, nous pouvons parler italien, répondit Éléonore dans la langue de Dante. François attrapa Éléonore par la taille et la serra contre lui. Chapeau, tu as séduit ma mère, tu l'as mise dans ta poche. Ce n'est pas de la séduction, elle est adorable et j'ai vraiment envie de parler italien avec elle. Ti adoro, amore mio. Tu vois quand tu veux. L'ambiance de ce repas familial fut chaleureuse. Éléonore était heureuse d'avoir pu commencer à tisser des liens de complicité avec sa future belle-mère. François ne l'était pas moins d'avoir à ses côtés cette magnifique jeune femme qui, manifestement, avait également séduit son père et ses frères. Il ne pouvait s'empêcher de chercher sa main et de la contempler avec tant d'amour dans ses yeux bleus qui se teintaient de violet à la lumière artificielle que Chiara se sentit fondre. Éléonore mourait d'envie d'en apprendre plus sur l'amour de sa vie. Aussi, elle n'hésita pas à poser des questions aux convives assis autour de la table. Comment était François quand il était enfant ? Dans mon imagination, je le vois très sage, un peu rêveur, mais je me trompe peut-être. Sans surprise, ce fut Chiara qui répondit. Tu as presque vu juste. C'était un enfant studieux. Il n'a pas rencontré de réelles difficultés pendant sa scolarité, il était bon élève, et il a décidé très tôt qu'il voulait être médecin. Et je dois dire qu'il s'en est donné les moyens. À l'époque de la fac, du moins les 2 premières années, c'était boulot-boulot. Il sortait très peu. Après, il s'est un peu plus lâché, sans pour autant être un grand fêtard. Pas comme son plus jeune frère. Tu ne sais pas tout, maman, dit Louis en riant. Il aimait bien faire la fête de temps en temps, et toutes les plus jolies filles lui tournaient autour. Il n'avait que l'embarras du choix, et il finissait rarement la nuit seul. En tout cas, je ne lui ai jamais connu de relation sérieuse, rétorqua Chiara. Si, il y en a eu une, intervint Laurent. Julia, une jolie brune. Ils sont restés ensemble quelques semaines, peut-être plus. La main d'Éléonore se crispa dans celle de François. Elle se raidit, mais tenta de ne rien laisser paraître. Mais François la vit pâlir. Il entoura sa taille de son bras et resserra son étreinte pour la rassurer. N'ayant rien remarqué, Laurent poursuivait. Puis, du jour au lendemain, plus rien. Je l'ai revu il y a peu d'ailleurs, toujours aussi sexy. Pas autant qu'Éléonore, mais pas mal. Tu as toujours eu très bon goût, frérot. François n'était pas le seul à avoir constaté la brusque pâleur d'Éléonore. Louis avait vu aussi, et il balança un coup de coude dans les côtes de Laurent en lui lançant un regard réprobateur. Chiara aussi l'avait remarqué. Elle s'efforça de ramener la conversation sur un autre sujet. En tout cas, s'il y a un domaine où François n'est pas très doué, c'est le sport, au contraire de Laurent et David. Je ne parlerai pas de Louis, qui, lui, ne pense qu'à la musique. François regarda sa mère d'un air reconnaissant pour cette perche tendue. Oui, c'est vrai que le sport, en particulier les sports d'équipe, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça, tu peux le dire, dit son père. Le peu de temps où tu as joué au foot, tu passais plus de temps à cueillir les pâquerettes sur le terrain qu'à courir derrière le ballon. Cette évocation eut le mérite de ramener le sourire sur le visage d'Éléonore. Ça me plaît de t'imaginer petit blondinet aux cheveux bouclés en train de cueillir des fleurs sur le terrain de foot pour les amener à sa mère. Elle le regarda alors avec tant de tendresse qu'il ne put résister à l'envie de lui prendre les lèvres pour un long baiser.
Il a toujours aimé la nature. Tu vois, Éléonore, son grand cheval de bataille, c'est la préservation de l'environnement, dit Chiara, couvant son fils aîné d'un regard de maman louve. Et s'il n'aime pas le foot, il ne déteste pas tous les sports. Il aime beaucoup la randonnée et partir le sac au dos, seul, ou avec des amis pour plusieurs jours parfois. C'est drôle, parce que moi aussi j'aime randonner, surtout en montagne, et je ne supporte pas qu'on abîme la nature, s'exclama Éléonore. Elle était ravie qu'ils aient tous les deux les mêmes préoccupations pour l'environnement, et elle poursuivit avec une proposition surprenante. François, il va falloir que je te présente mes parents, et pour cela il va falloir descendre en Savoie, où ils restent jusqu'à la fin mai. Je les rejoins tous les ans à la mi-mai, et cette date n'est pas un hasard. Puisque l'environnement est une de tes préoccupations, et l'une des miennes aussi, je te propose de venir avec moi, non seulement rencontrer mes parents, mais aussi pour une bonne cause. Ramasser les déchets qui ressurgissent à la fonte des neiges, en particulier sur le trajet des télésièges. Qu'en penses-tu ? Je suis partant, répondit-il en lui effleurant la joue. Nous sommes un petit groupe à ramasser ces déchets chaque année à Saint-François. Tu n'imagines pas ce qu'on trouve. Je pense qu'une association va être fondée d'ici peu avec comme projet le ramassage des déchets liés au tourisme de masse dans toutes les stations de montagne, et je compte bien en être. Je te rejoins complètement. Et je ramasse aussi les déchets à Rouen. Comment ça ? Quand je vais marcher dans Rouen, j'ai toujours un sac poubelle avec moi et des gants à usage unique. Et je ramasse ceux qui traînent. En fait, je ne le fais pas qu'à Rouen, mais c'est là que je le fais le plus souvent. D'ailleurs, dans mon sac, si tu veux vérifier, il y a une pochette contenant un sac poubelle et des gants. Inutile de vérifier, je te crois, tu m'étonneras toujours. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup flâné ensemble dans Rouen ces derniers temps. Nous nous préoccupions plus l'un de l'autre, ajouta Éléonore en se serrant contre François. Mais tu sais, les gens qui jettent leurs déchets n'importe où m'insupportent. Je peux même être agressive. Là, je ne te crois pas. Tu demanderas à Sarah et à Steph. L'été dernier, à Deauville, nous rejoignions la voiture que nous avions garée sur le parking sur le front de mer. J'ai surpris une femme assise sur la banquette passager d'un véhicule qui balançait ses déchets sous la voiture. Ça m'a rendue folle de rage. Sarah et Steph ont dû me calmer, et c'est finalement son mari qui a fait le tour de la voiture et qui a ramassé les déchets pendant que sa femme continuait à répondre à mes remarques plutôt agressives sur son manque de respect de l'environnement et de ma région. François et ses parents pouffèrent de rire. « J'imagine le tableau, dit le médecin. Une autre fois, sur une aire d'autoroute, un conducteur a jeté son paquet de cigarettes vide par la fenêtre avant de se diriger vers la bretelle d'accès à l'autoroute. J'ai pilé derrière, j'ai ramassé le paquet, je l'ai poursuivi, j'ai doublé la voiture et j'ai repilé devant lui juste avant la sortie de l'aire de repos. Je revois son air ahuri quand il m'a vu descendre de ma voiture, me diriger vers lui restituer son paquet vide en lui disant « Monsieur, je crois que vous avez laissé tomber ça. » J'aurais voulu voir ça, s'exclama François. Alors, quand descendons-nous en Savoie ? Car il faut anticiper pour les plannings. Il faudrait qu'on y soit le week-end du 15 mai. En ce qui me concerne, j'avais anticipé puisque je descends tous les ans à cette période. Donc je suis du matin le 14, repos les 15 et 16 et je reprends le lundi d'après-midi. Pour être moins fatigué, nous pourrions tout aussi bien y aller par le train. C'est peut-être moins écolo, mais plutôt la voiture, répondit François. Je n'avais pas imaginé que tu sois aussi écolo que moi, ajouta Éléonore avec un sourire ravi. Tu sais, Tchernobyl a laissé des traces dans les Alpes. Le sol y a été contaminé pour des dizaines d'années. Les régions de l'Est sont les plus touchées, sans compter la Corse, où on commence à constater un nombre de cancers de la thyroïde supérieur à la moyenne. C'est vrai que Tchernobyl m'a marqué. Mais l'événement qui m'a semblé le plus important ces dernières années, c'est le sommet pour la Terre à Rio en 92. Enfin, il y avait une réelle prise de conscience et un engagement pour préserver la planète. Éléonore se tourna vers Laurent et David avec lesquels elle avait peu échangé. « Et vous deux, que faites-vous dans la vie ?»« Moi, je suis architecte, dit Laurent, et je m'intéresse particulièrement à l'habitat écologique, avec les maisons passives, les matériaux durables et non toxiques, entre autres, et à tous les moyens de favoriser les économies d'énergie en réduisant les besoins énergétiques. » David prit le relais.
Et moi, mon métier est directement lié à l'écologie puisque je suis ingénieure en énergie renouvelable et je travaille sur des projets liés à l'éolien. Ces projets m'amènent souvent en Écosse en ce moment, car les Écossais vont beaucoup investir dans l'éolien sur terre, notamment au nord, avec son littoral très long et surtout des vents puissants, et dans l'avenir certainement en mer également. Je te sens passionnée par ce métier, réagit Éléonore. C'est le cas. Il s'investit beaucoup en Écosse en ce moment, et pas que pour le vent, ajouta Louis, mort de rire. L'ingénieur fusilla son Benjamin du regard. Et Éléonore, ayant deviné qu'il y avait une histoire de femme là-dessous, ne releva pas la réflexion de Louis. Afin qu'il arrête de titiller David, elle réorienta la conversation sur l'écologie en général. Elle chercha un appui du côté de François et Laurent. Les échanges durèrent quelques instants sur la planète, le climat, le développement durable. Louis, qui avait envie de changer de sujet, demanda alors « Et pour toi, Éléonore, l'événement qui t'a le plus marqué ces dernières années, c'est lequel ?» Sans hésitation, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Cette journée-là et les suivantes resteront gravées dans ma mémoire à jamais. « Ne me dis pas que tu y étais, s'exclama Louis. « Si, j'y suis allée avec Steph, mon partenaire de danse. » Louis était excité comme une puce. François la fixait de ses yeux bleus intenses, un peu surpris par cette information. Encore une page de l'histoire d'Éléonore à découvrir. « J'aimerais bien que tu nous racontes ce que tu as vu là-bas. Moi aussi, ce jour m'a particulièrement émue, dit Chiara. Eh bien, Steph me raccompagnait en voiture chez mes parents à Mont-Saint-Aignan, après une répétition vers 21h, quand nous avons entendu à la radio que la RDA ouvrait ses frontières et que des milliers de Berlinois de l'Est commençaient à se rassembler au point de passage du mur à Bornholmer Straße. Nous avons décidé d'aller boire un verre et de suivre les événements. Nous étions sûrs qu'il allait se passer quelque chose. Quand la radio a annoncé un peu avant minuit que les gardes frontières ne pouvaient plus contenir la foule, que tous les points de contrôle étaient ouverts, que des milliers de Berlinois de l'Est franchissaient le mur à pied, en voiture, et aussi que des habitants de l'Ouest escaladaient le mur ou se massaient autour de la porte de Brandebourg, nous nous sommes décidés. Nous sommes partis pour l'Allemagne sans rien emmener, avec seulement nos sacs de danse qui contenaient heureusement quelques vêtements de rechange. « Vous êtes partis comme ça, sur un coup de tête ?» demanda Louis. « Exactement. Nous avions un ami commun là-bas, Thomas, danseur comme nous. Nous voulions partager avec lui ce moment historique. Beaucoup d'Allemands de l'Ouest avaient une partie de leur famille bloquée à l'Est. C'était son cas, et nous voulions être avec lui au moment d'éventuelles retrouvailles. J'ai juste appelé mes parents en leur disant que je dormais chez Steph. »« C'est du joli, » ironisa François. « Je sais, ce n'était pas terrible de leur mentir, mais si je leur avais dit où nous allions, mon père nous aurait poursuivis, quitte à appeler le directeur général de la gendarmerie nationale et ses copains des forces françaises stationnés à Berlin-Ouest pour nous ramener Manu Militari. »« Rien que ça, » s'exclama Louis. « Avec un père militaire, tout est possible, crois-moi. »« Bon sang, une fille de militaire, » dit François en riant. « Je vais avoir intérêt à filer droit. Tu m'avais caché ça. Quelle arme ? » ?»« Marine nationale. Mon père était déjà capitaine de frégate à cette époque, commandant si tu préfères. Mais ne t'inquiète pas. » Bref, je ne conduisais pas. Je n'avais alors pas encore 18 ans. Steph a demandé à un de ses copains, Michael, danseur lui aussi, de nous accompagner. Ils se sont relayés toute la nuit pour parcourir les 1000 et quelques kilomètres entre Rouen et Berlin. Nous sommes arrivés à Berlin-Ouest vers 17h. Nous avons retrouvé notre ami Thomas chez lui et après avoir laissé la voiture sur sa place de parking, nous nous sommes tous rendus porte de Brandebourg. Il devait y avoir une sacrée ambiance, commenta Louis. Oui, il y avait une foule immense. C'était plutôt bon enfant au départ. Dans la nuit, il y a eu les premières tentatives de percement du mur et les gardes frontières étaient très nerveux. Et c'est le 13 novembre, au début de la matinée, qu'un premier segment de mur, celui qui bordait le mur anti-char au sud-est, est tombé. Plein de nouveaux points de passage ont été ensuite ouverts par la population. Et c'est ce jour-là, à Checkpoint Charlie, que nous avons eu la chance de voir Rostropovitch assis sur une chaise, jouant un extrait des suites pour violoncelle de Bach. Des passants qui ne le reconnaissaient pas lui ont même jeté des pièces de monnaie. Ces images ont fait le tour du monde. « Et votre ami ?
A-t-il retrouvé des membres de sa famille demanda François. Oui, il a fini par retrouver un de ses cousins et une cousine. Il y a eu plein de scènes de retrouvailles émouvantes à ce moment-là. La musique était omniprésente. Nous étions 4 danseurs à vivre ces moments magiques. Et la danse de l'été 89, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était la lambada de Kaoma. Et il y avait aussi She Drives Me Crazy des Five Young Cannibals. Étant la seule fille du groupe, je passais de bras en bras et mes amis ont improvisé des portées improbables. « As-tu ramené un bout du mur comme beaucoup d'autres » demanda Louis. « Non. Les souvenirs que j'ai conservés sont dans ma tête. Ce vent de liberté, le bonheur des retrouvailles de Thomas avec une partie de sa famille, la fête que nous avons fait ensemble après, bien que nous n'ayons pas fermé l'œil depuis plus de 48 heures, à part quelques heures dans la voiture sur le trajet, tout ça s'est gravé. Mais après, c'est le blackout total. Le manque de sommeil et les quelques chopes de bière vidées m'ont plongé dans un sommeil de 24 heures consécutives. Et les autres ont fini comme moi. Nous avons émergé le lundi 13 novembre. Mais dis-moi, tu n'étais pas en tournée avec Mylène Farmer à l'époque? Sans qui François? Effectivement, mais les concerts du début novembre à Granges-les-Valences, Chartres et Lorient avaient été annulés. Donc j'en avais profité pour revenir quelques jours à Rouen. Le concert suivant était celui de Tours le 11. J'avoue qu'avec Steph, nous n'avons pensé à rien quand nous sommes partis comme ça à Berlin. J'ai réalisé une fois arrivé là-bas que je ne pourrais certainement pas être à Tours le 11, ni à Bruxelles le 12. J'ai appelé d'Allemagne et pour la seule fois de ma vie, je me suis fait porter pâle, prétextant une maladie imaginaire. J'ai rejoint la troupe à Sanary-sur-Mer le 15. Eh bien bravo pour une danseuse pro, qui plus est mineure à l'époque, déclara François en l'embrassant. C'est vrai que nous n'avions même pas pensé au fait que j'étais encore mineure. Heureusement, j'avais mon passeport et une autorisation de sortie du territoire, puisque quelques concerts de Mylène avaient lieu en Belgique et en Suisse, précisa-t-elle en répondant à son baiser en se serrant contre lui. Tout en discutant, ils étaient arrivés à la fin du repas. « Et si je te montrais ma chambre d'ado » murmura François à l'oreille de la jeune femme. « Vais-je y découvrir des posters de tes fantasmes féminins de l'époque ? Tu verras bien. » Il se leva et l'entraîna, non sans lancer à ses parents au passage. « J'emmène Éléonore voir ma chambre d'ado. Elle veut vérifier s'il y a des posters de Pamela Anderson sur les murs. » Sa mère lui répondit dans un sourire qui en disait long. « C'est sûr qu'au niveau anatomie, il y a ce qu'il faut sur les murs. » « Je ne pense pas qu'ils s'attardent tous les deux sur ce qu'il y a sur les murs, » précisa le père de François. « Tu as raison, papa, renchérit Laurent, d'autant que la plastique d'Éléonore n'a rien à envier à celle de Pamela Anderson. » Éléonore fut en effet surprise par les posters qu'elle vit sur les murs de la chambre de François. Pas de traces de Pamela Anderson en vue ou d'une quelconque autre bimbo. Il y avait essentiellement des planches d'anatomie. La jeune femme éclata de rire. François l'enlaça et déposa des dizaines de baisers dans son cou, déclenchant la réaction habituelle chez sa compagne. « Ma mère t'a dit que j'étais studieux. En voici la preuve. De mon lit, je pouvais réviser l'anatomie humaine. »« Certes, mais juste en face de ton lit, il y a justement l'appareil génital féminin. Est-ce un hasard, docteur ? » ?»« Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai bien envie de réviser l'anatomie féminine. Avec toi. » Il fit glisser les fines bretelles de sa robe légère décolletée dans le dos et se pencha pour prendre un mamelon entre ses lèvres. Elle se pressa contre lui. Il respirait son parfum et sentit son sexe se tendre. Au moment où sa main venait de caresser la cuisse de la jeune femme, il la sentit s'ouvrir à lui, et son désir devint si intense qu'il aurait pu la posséder tout de suite, mais il voulait faire durer le plaisir. Il précisa ses caresses, entendit le souffle d'Éléonore s'accélérer, la sentit se cambrer de tout son corps. Comme il la désirait, mais pas encore. Ses lèvres abandonnèrent le mamelon, trouvèrent la bouche de la jeune femme qu'il explora avec sa langue. Il s'écarta un instant afin de se maîtriser encore un peu, contempla son visage jusqu'au moment où elle ouvrit les yeux. Il lui enleva sa robe, la renversa sur le lit et l'embrassa. Puis il laissa courir sa langue au long de son cou
et jusqu'au sillon qui s'ouvrait entre ses seins, qu'il emprisonna dans ses 2 mains. Éléonore gémissait doucement, lui pétrissait les épaules, les bras. La bouche du jeune médecin descendit plus avant, audacieusement, vers son ventre, puis sa vulve. Il lui retira son string et elle se tendit vers lui. La pression s'accentuait en lui, mais il la maîtrisa de nouveau et caressa sa fiancée plus intimement encore. La jeune femme prononça son nom dans un cri étouffé, et enfin, tremblant de tout son corps, il la pénétra. Elle se donna à lui avec toute l'ardeur qu'il mettait à la posséder. En même temps, ils atteignirent le paroxysme de leur plaisir. Tous deux étaient trop épuisés pour bouger. François resta quelques instants couché sur Éléonore. Il savait qu'elle aimait ce moment, le poids de son corps sur le sien. Il roula sur le dos et la contempla tout en caressant son corps alangui sur son lit d'adolescent. Il s'aperçut, à son souffle régulier, qu'elle s'était endormie. Il posa un plaid sur elle et se leva. Lorsqu'il redescendit seul, Chiara ne put s'empêcher de le questionner. « Qu'as-tu fait d'Éléonore ? » ?»« Tu ne vas peut-être pas me croire, mais elle s'est endormie sur mon lit. »« Ça ne t'ennuie pas que nous restions dormir ici cette nuit ? » ?»« Absolument pas. »« Ce serait amusant que vous nous fassiez un petit-fils ou une petite-fille dans ton lit de jeune homme, » lui répondit Chiara avec un grand sourire. « Un bébé qui vous ressemblerait tous les deux. »« Maman, je n'aurais jamais imaginé tomber aussi amoureux un jour. » « Et j'ai bien failli la perdre, dit-il, saisi d'une peur rétrospective. Oui, j'ai cru percevoir qu'il s'était passé quelque chose quand Laurent a évoqué Julia. Avec Julia, c'était uniquement sexuel. J'imagine, puisque tu ne nous l'as jamais présentée. Tu sais que j'ai aimé Éléonore au premier regard, mais je refusais de m'engager, sachant que d'ici quelques semaines, je devrais partir. Je l'ai même poussée à sortir avec un autre homme, comme je te l'ai confié il y a quelque temps. Je voulais mettre de la distance entre elle et moi, mais ça n'a fait que me rendre jaloux. Je n'aimais pas les voir ensemble, je les épiais, maman. J'en avais honte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je savais aussi qu'Éléonore n'avait pas eu de relation intime avec lui et semblait éviter tout contact étroit. La situation restait donc relativement acceptable pour moi jusqu'à ce qu'il se montre trop insistant. Je ne pouvais pas laisser un autre me la voler. C'est à partir de ce moment que je me suis laissée aller à l'aimer. Mais je voulais la respecter et ne pas la brusquer. Elle est tellement différente des autres filles. C'était plutôt à ton honneur de vouloir la respecter. C'est à ce moment-là que Julia est revenue dans ma vie. Éléonore s'est aperçue qu'elle me tournait autour et nous nous sommes disputés. Elle m'a poussée à bout en me disant que finalement nous ne vivions pas ensemble, que nous n'avions même jamais fait l'amour, que j'étais donc libre. Je l'ai prise au mot. Je voulais oublier qu'elle n'était pas encore à moi. J'ai recouché avec Julia et, bien entendu, Éléonore l'a su. Et elle en a souffert, bien entendu. Je l'ai bien vue à sa pâleur soudaine au seul nom de Julia. Oui, et je le regrette. Nous nous désirions autant l'un que l'autre, mais elle ignorait pourquoi je refusais de m'engager dans une relation avec elle. Pourtant, il y avait qu'elle. J'en rêvais. Même quand j'ai fait l'amour avec Julia, en fait, c'est Éléonore que je serrais dans mes bras. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, enfin, vous soyez ensemble ? Elle a failli être violée, maman, à cause de moi, par cet homme vers lequel je l'avais poussée. Mon Dieu ! Mais comme j'avais pris l'habitude de l'épier, de n'être jamais loin d'elle, j'ai pu intervenir à temps avec la meilleure amie d'Éléonore, Sarah. Et je suis restée avec elle ce soir-là quand il a fallu porter plainte et pour la rassurer. J'avais surtout besoin d'être près d'elle. Je ne voulais plus risquer de la perdre. C'est cette nuit-là que nous avons fait l'amour pour la première fois. Et pour elle, c'était vraiment la première fois. Elle était encore vierge. De nos jours, c'est exceptionnel. Crois-moi, Éléonore est exceptionnelle. Elle voulait que sa première fois soit avec moi et moi j'ai joué avec ses sentiments. Pourtant, nous sommes faits l'un pour l'autre, sexuellement et sentimentalement. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Je ne veux pas la perdre, maman. Elle non plus, elle ne veut pas te perdre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Va la rejoindre, François.
Éléonore dormait toujours profondément. Il se déshabilla et se leva contre elle dans le lit étroit. Le jour commençait à filtrer dans la chambre d'ado de François qui dormait encore. Éléonore l'observait, appuyée sur un coude, effleurant son visage, ses lèvres, sa barbe un peu plus foncée que ses cheveux. En ouvrant les yeux, il l'attira vers lui, se mit à la couvrir de baisers et de caresses qu'elle lui rendit avec la même ardeur. Avec une passion égale à la sienne, elle s'ouvrit à lui. Elle répondait à chacun de ses assauts, se cabrait à sa rencontre pour mieux presser contre lui le centre de son plaisir. François éprouvait la même sensation que la première fois. Ils s'accordaient merveilleusement, comme si elle avait été faite pour lui et lui pour elle, comme il la désirait, comme il l'aimait. Des vagues de plaisir déferlaient sur lui, s'harmonisant avec ses mouvements. Sans se lasser, il assaillait Léonore, et elle se tendait vers lui. Elle avait de lui une soif inextinguible. Sans répit, il revenait en elle, de plus en plus rapidement, et toujours elle venait à sa rencontre. Elle sentait la même tension grandir en elle comme en lui, jusqu'au moment où ils atteignirent ensemble le sommet, où l'ultime vague de plaisir s'abattit sur eux. Il resta allongé sur elle. Soudain, il l'étreignit, enfouit son visage au creux de son épaule, cria son nom. « Éléonore, oh, mon amour !» Il faisait pleuvoir des baisers sur son cou, sa gorge, ses lèvres. Il embrassa ses paupières closes, et il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. Il se redressa pour mieux la voir. « Tu pleures? Je t'ai fait mal ?» ?»« Non, François, répondit Éléonore. Elle se redressa sur son séant. « Tout est bien. Tu ne m'as pas fait de mal. Il n'y a pas un seul instant où je ne sois prête pour toi. » Il resta un instant sans répondre, puis il la regarda avec une poignante tendresse. Elle lui paraissait plus attirante, plus désirable que jamais. Et il l'aimait plus encore qu'il ne l'avait jamais aimée. C'était merveilleux, François. Je t'aime. Ils se dévisageaient, se désiraient. Une force les attirait l'un vers l'autre. Éléonore avait répondu à son désir de tout son être, du plus profond d'elle-même. Elle s'était sentie satisfaite, comblée. Oui, elle l'avait désiré aussi fort que lui, et il l'avait senti.